Comme d'habitude, cette fois-ci, une étudiante d'une école de design m'a demandé de savoir si je peux penser que pour les travails de deuil sous transfert, on puisse apporter des objets préfabriqués, des objets de design. Alors, au départ, ça m'a semblé un peu curieux, cette idée, mais bon, et cela m'a fait réfléchir à une question un tout petit peu différente, qui serait la question de la fabrication ou la prise en compte, mais même aussi la fabrication, parfois à quatre mains, d'objets dans le deuil, et la relation de ça avec les processus de création dans le design. Ah, c'est quand même intéressant, hein. On sait très bien que il y a quelques auteurs qui ont travaillé sur, non seulement sur la relation entre deuil et mélancolie, bien sûr, nous avons en psychanalyse Karl Abraham d'abord, et ensuite après Sigmund Freud, donc les deux, hein, et Freud a pris en partie quelques idées de Karl Abraham, et ensuite après il les a approfondies, les a développées dans Deuil et mélancolie. Mais il y a des gens, des psychanalystes un tout petit peu plus récents, qui ont travaillé sur ce qui serait les étapes du processus, disons, du processus normal de deuil. Et il y a par exemple des gens comme John Bowlby, comme Michel Hanus en France, comme Elisabeth Kubler-Ross aussi, et un tout petit peu, moi-même j'ai travaillé sur cette question en quelques travaux, en quelques articles, mais maintenant il s'agit non pas seulement de parler de ce qui serait les étapes, ou plutôt les temps logiques, hein, les temps logiques du deuil, mais surtout parler des objets qui sont présents lors de ces temps logiques du processus du deuil et du processus du deuil sous transfert, ce qui est un peu, évidemment, un peu différent. Et évidemment que si on réfléchit bien, hein, le design a des choses à voir avec le deuil, puisque le design va dans le sens de l'avant-garde, hein, dans le sens d'anticiper un avenir qui serait intéressant, qui serait utile, non seulement esthétique, mais aussi utile. Il va donc dans l'avant-garde, mais il s'appuie aussi forcément sur un passé qui doit être dépassé. Sinon, il n'y a pas d'avant-garde. Sinon, il n'y a pas d'objet design. Ça serait la même chose, répétition du même. Et le design doit reprendre donc les objets d'avant, ou les supprimer, ou les détruire, ou constater qu'il y a une destruction déjà faite, ou entamée, et il va créer une nouvelle façon d'utiliser à peu près le même objet. Mais d'une autre façon, par exemple, là, vous avez à une époque donc les voitures du début du XXe siècle et les voitures du début du XXIe siècle. C'est toujours la même fonction, c'est-à-dire d'utiliser une machine où on peut s'asseoir, ou parfois on peut être debout, pour se transporter d'un point à un autre. Voilà la fonction, en gros, de la voiture. Sauf que les conditions d'utilisation de cette fonction, hein, la façon par laquelle on conduit même une voiture, n'est plus du tout la même au début du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Et ça, grâce au design. Parfois, les designs poussent les changements
dans le moteur. Parfois, les designs poussent, n'est-ce pas, par l'aérodynamique, par tout un tas de choses, et poussent les mécaniciens, les électroniciens à faire des changements. Et oui, donc il y a un rapport quand même avec ce qu'on appelle les zeitgeist, qui serait donc cet air du temps, cet esprit du temps qui domine dans une société, qui domine à une époque de l'histoire d'une société ou d'une civilisation. Et dans les cas du deuil, et donc il y a un zeitgeist personnel, un zeitgeist subjectif, où à un moment donné, il faut accepter, bien que même si la fonction doit rester encore vivante, il y a quelque chose qui est mort, il y a quelque chose qui est absent de façon définitive, quelque chose qui est dépassé, quelque chose qui n'est plus là, et donc il faut continuer à vivre, mais d'une autre façon, et continuer à vivre avec des nouveaux objets, tout en gardant l'espoir et la joie de vivre. Et donc, c'est ça l'effet que le deuil il produit normalement, sauf s'il y a des inhibitions importantes ou de ce qu'on appelle les deuils pathologiques. Donc, et pour pouvoir parler des objets du deuil dans leur relation avec ce qui serait les objets du design, nous pouvons commencer par faire un comparatif entre deux mots qui sont pas mal utilisés en psychanalyse. C'est l'intimité et l'extimité. Alors, Lacan, il a utilisé ces termes quelquefois, pas énormément, quelquefois, mais les termes d'extimité a été utilisé d'une façon très différente par certains psys, certains professeurs. Bon, pourquoi pas, ils ont utilisé un terme et donné une autre signification. Et ils ont donné comme signification, je pense, à l'extimité, c'est l'expression de quelque chose qui est intime. Alors, c'est pas ça du tout la signification de l'extimité en psychanalyse, ou la signification de l'extimité pour Lacan. L'extimité, c'est quelque chose d'extérieur et qui se trouve, donc qui vient de l'autre, qui se trouve en moi, dans mon intimité, qui se trouve au sein, au cœur de mon intimité. On peut aussi, à la limite, considérer que quelque chose de mon intime à moi, je le trouve à l'extérieur aussi. Pourquoi pas? Bien sûr. Alors, un exemple d'extimité, ça serait par exemple lorsque le sujet capte, perçoit, donne une valeur de vérité et d'intimité à quelque chose qui se trouve à l'extérieur ou dans l'espace de la relation à l'autre. Exemple, si on est parent et qu'on parle à ses enfants de leur enfance, et ils ont oublié en grande partie certains épisodes de leur enfance, et nous on vient leur rappeler, même s'ils ne se rappellent pas de façon consciente, ils ont une mémoire affective inconsciente des moments très précoces de la vie. C'est-à-dire qu'en entendant ce que les parents racontent de ce qui aurait été un petit moment de leur enfance, ils peuvent donner une valeur de vérité à ce dit-là. Et donc reconnaître dans les discours de l'autre, dans les discours du parent, un point vrai de l'intimité de l'enfant, ou de l'intimité de cet ancien enfant, de cet enfant qui a grandi. Et alors, l'idée, c'est que pendant les deuils, il y a une disjonction
une séparation, une opposition, un cloisonnement, une rupture des liens, un manque terrible des passerelles entre l'intimité et l'extimité. Ce que je pouvais trouver d'intime entre nous, ce que je pouvais trouver d'intime dans la relation avec l'intime de l'autre, je ne le retrouve plus. Je ne le retrouve plus comme réponse, comme réciprocité venant de l'autre. Parce qu'il y a eu un événement, nouveau, qui est un événement donc de perte ou de rupture. Donc, en fait, c'est que si on parle des questions des objets dans le deuil, c'est que on peut s'apercevoir que on ne peut commencer un deuil que parce que il y a l'absence d'un objet, de l'objet aimé. Hein, tout deuil fonctionne, s'applique et s'exécute en fonction d'un non-objet, de l'absence d'un objet. Et pourtant, le processus du deuil lui-même, c'est-à-dire le travail de deuil, qu'il soit sous transfert ou pas, doit s'appliquer sur au moins un objet. Et on va avoir toute une série d'objets, ça c'est clair, mais au moins sur un objet. Lequel? C'est l'absence même. C'est-à-dire qu'avant d'être perte, et la perte, elle vaut absence. Pourquoi? Oui, parce que dans la perte, il y a absence. Mais l'absence, elle fait penser à quelque chose de temporaire, alors que la perte, elle peut éventuellement indiquer une situation définitive. Et donc, supposons que ce soit un peu comme ça, l'absence un peu éventuellement temporaire et la perte un peu définitive, et même si, bon, c'est pas exactement toujours le cas, et il y a à un moment donné une non-acceptation évidemment du sujet, même dans un processus de deuil normal, une non-acceptation des choses, soit de la perte, soit de la valeur affective de la perte. Ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses complètement différentes. Donc en fait, au départ, il y a, en fait, ce que le deuil, ou la perte plutôt, l'événement de perte produit, et c'est le premier moment du deuil, c'est que il y a une disjonction parfois abrupte, sans transition parfois, de façon tragique, dramatique, une disjonction entre ce qui serait, n'est-ce pas, l'objet aimé, qui n'y est plus, et qui devient une sorte d'objet quoi? D'objet ruiné, ou objet plutôt un objet de ruine, parce que il y a des vestiges de lui encore, mais lui, l'objet lui-même, il n'y est pas. Donc d'un côté, il y a ça. Donc il y a l'objet aimé qui est en ruine, parce qu'il ne reste que des vestiges, des traces, les ombres même sensorielles, sensitives de cet objet, d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a quand même l'absence de cet objet, qui est l'absence, donc l'absence, c'est-à-dire l'amour qu'on peut éprouver pour cet objet qu'on a toujours là, mais sans l'objet. Mais cet amour qui est là, n'est-ce pas, dans l'absence de l'objet, est déjà un objet. C'est-à-dire l'absence, elle peut elle-même être un objet. Et donc l'amour qu'on a pour lui devient un amour ruiné. D'un côté, nous avons les vestiges ou les ruines psychiques de l'objet. De l'autre côté, nous avons l'absence elle-même comme objet, ou mieux, l'amour qui ne peut plus être vécu vis-à-vis de lui puisqu'il n'y est plus, l'amour lui-même, l'amour contrarié, si vous voulez, comme objet. Et il y a ces deux choses-là. D'un côté, il y a la perte matérielle, si on ose dire, et de